la ville qui ne dort jamais, où les glaçons sont plus fréquents que les silences, et où les chauds sentent à la fois la sueur, la suivie et les rêves étouffés, il y a un quartier que même les chauffeurs d'enfants hésitent à traverser après minuit, à Djegunlé. Dans ce quartier, fait de ruelles rouges, de maisons en tôle ondulée et de visages marqués par la fatigue, vivaient deux frères que tout le monde connaissait, Obinna et Chibson. Ils n'étaient pas jumeaux, mais tout dans leur lien donnait cette impression. Ils partageaient le même lit, un vieux matelas posé à même le sol souvent trempé par la pluie qui s'infiltrait par le plafond. Ils partageaient le même bol de gari aux arachides, le même savon coupé en deux, les mêmes chaussures que l'un mettait le matin et l'autre le soir. Mais surtout, ils partageaient le même rêve, sortir la famille du ghetto. Obinna l'aîné avait ce regard calme, des gens qui observent plus qu'ils ne parlent. Il aimait lire, réfléchir, fixer le ciel comme s'il y cherchait une issue. À l'école, il était toujours assis au premier rang, même quand il n'y a pas de chaise. Il disait qu'un jour, il deviendrait médecin et que maman n'aurait plus besoin de faire des queues de 6 heures à la clinique. Chisom, lui, était une flamme, toujours en mouvement, toujours à flairer une opportunité. Il connaissait tout le monde dans le quartier, les revendeurs de chargeurs, les jeunes qui font l'internet, les joueurs de baby-foot, les filles au regard aiguisé. Il avait un rire qui fondait la fatigue, une façon de parler qui faisait croire qu'il allait devenir riche avant 20 ans. Leur mère, Maman Nkechi, vendait du poisson fumé. Leur père, Papa Jude, faisait des petits travaux de peinture et de menuiserie quand son dos le lui permettait. Il ne vivait pas, il tenait debout par nécessité, par instinct. Mais dans cette pauvreté sèche s'impose, il y avait de l'amour. Pas celui qui s'écrit dans les romans, mais celui qu'on reconnaît à un reste de bouillie partagé sans plainte, à une chemise repassée à la main pour un oral d'école, à une main posée sur l'épaule quand la parole manque. Les deux frères s'étaient construire une forteresse invisible. Ils n'avaient rien, mais ils savaient. Le soir, quand le courant revenait, quand les lampes à huile s'éteignaient enfin, ils parlaient, couchés tête bêche sur leur matelas, regardant le plafond troué, ils se racontaient leur avenir. « Toi, tu seras médecin, disait Chisom, et moi, je ferai du business. » Quel business? N'importe quoi, même vendre du vent si ça paye. L'important, c'est qu'on sorte d'ici et ensemble. Puis, les yeux dans les ténèbres, il faisait ce serment que seuls les enfants pauvres savent prononcer avec le cœur plein. On ne se trahira jamais. Jamais. Adjegunlé pouvait bien les enfermer. Le bruit, la misère, les galères pouvaient les fatiguer. Mais tant qu'ils étaient deux, ils avaient l'impression d'être invincibles. Ils ne savaient pas encore que la pauvreté n'arrache pas que les rêves. Elle sait aussi arracher les serments. L'équilibre fragile de la famille tenait debout comme une table à 3 pieds. Et un jour, l'un des pieds céda. C'était un mercredi, le genre de jour où tout commence comme d'habitude. Le soleil chauffait fort sur les tôles. Les enfants couraient entre les flaques. La voix du muezzin s'entrechoquait avec celle des marchands. Mais en début d'après-midi, un jeune voisin accourut, le souffle court, le regard affolé. « Maman Nkechi, vite, vite, c'est ton mari, chantier Leki, un échafaudage, vite, vite !» Le reste, c'est le silence qu'il a raconté. Papa Jude était tombé, un échafaudage mal fixé, une chute de 3 étages, un hôpital qui refuse l'entrée faute d'acompte et une vie qui s'éteint dans la cour d'un centre de santé entre 2 prières et un billet de 500 naira chiffonné. À Djegunlé, les deuils ne font pas de bruit, ils pèsent, ils s'accrochent aux épaules des vivants. Le lendemain, la cour était remplie de voisins, de rumeurs, de condoléances fatiguées, mais très vite, le monde oublia.
La vie continue, mais pas pour tout le monde. Maman Nkechi, rongée par la tristesse et l'épuisement, tomba malade. Une toux sèche, des vertiges, des pertes de mémoire. Elle n'allait plus au marché. Parfois, elle restait des heures assise à fixer la photo de son mari encadrée au mur, comme si elle attendait qu'il revienne. L'école devint un luxe. Obinna faisait tout pour continuer. Il se levait plus tôt, il allait chercher de l'eau, aidait un voisin à porter des marchandises en échange de quelques billets. Il revisait la nuit à la lumière d'un téléphone cassé qu'il rechargeait dans une boutique voisine. Il s'accrochait à son rêve de blouse blanche, même s'il savait que la réalité n'avait plus les moyens de lui offrir une blouse propre. Chisom, lui, devenait plus silencieux, moins rieur, plus absent. Il traînait dehors, parlait bas au téléphone, rentrait tard. Il observait, il calculait, il voyait l'ombre gagner sa maison. Et un jour, il décida de fuir cette ombre. C'était un matin sans nuage. Obinna s'était levé pour chauffer du riz. Chisom n'était pas là. D'abord, il pensa qu'il était sorti acheter du pain. Puis, il trouva la lettre. Un papier plié en deux posé sur le vieux matelas. Grand frère, je suis désolé. Je n'en peux plus. J'ai trouvé une opportunité. Je pars tenter ma chance. Je reviendrai, tu verras. Je reviendrai fort. Je fais ça pour nous. Ne me juge pas. Chisom. Aucune adresse, aucun détail. Juste ces mots et un vide immense. Obinna resta planté là des heures, le papier dans les mains, les jambes gelées. Il relut la lettre au moins 10 fois. Pas de colère, pas encore, juste un silence coupant celui qu'on n'avait jamais connu entre eux deux. Puis, il rangea la lettre dans un vieux dictionnaire d'école. Il se remit à vivre, seul, brisé mais debout. Il continua à aller à l'école, au lycée. Les yeux gonflés, mais la tête haute. Il continuait de croire, de prier, parce qu'il n'avait plus que ça. Mais quelque chose en lui s'était fendu. Pas encore cassé, juste fendu. 7 ans. Cette année de silence, cette saison de lettres sans réponse, cette année à se demander où, comment, pourquoi. Obinna avait grandi, pas comme les autres jeunes du quartier, mais à la manière de ceux qui apprennent à marcher avec un poids sur la poitrine. Il avait réussi malgré tout à obtenir son bac, puis une petite bourse pour tenter sa chance dans une école de formation médicale à Ibadan. Le rêve du garçon du ghetto tenait encore, fragile mais vivant. Ce jour-là, il était dans le rang pour le concours d'entrée. Une chemise propre empruntée à un ami, les yeux cernés mais la tête pleine de fiches et de prières. Quand un bruit interrompit le silence studieux de la cour, un grandement sourd, un gros moteur, un 4x4 noir vitré teinté se gara nonchalamment devant l'entrée. Les étudiants tournaient la tête, certains murmuraient, un homme en descendit. Costume 3 pièces, lunettes de soleil, chaîne en or, montre brillante, démarche assurée. Et Obinna sentit son cœur s'arrêter. C'était lui, Chisom. Mais ce n'était pas le frère qu'il connaissait, c'était un homme solide, construit, méconnaissable. Chisom le vit. Un léger sourire apparut sur son visage. Il s'approcha. Obinna, mon frère. Obinna recula d'un pas pris entre la surprise et la colère. Il n'arrivait pas à parler. Il regardait ce costume, ses chaussures, cette prestance et il ne comprenait pas. Chisom ouvrit les bras comme pour effacer 7 ans dans une accolade. Mais il s'arrêta en voyant le regard d'Obinna. Tu m'en veux, je sais, mais je suis là. Je suis revenu. Et regarde, je peux réparer. Il sortit une enveloppe épaisse, très épaisse. Tu veux faire médecine? Je peux payer tes études, ton logement, tout. Tu n'as plus besoin de galérer. Où est ton frère? On est frères, non? C'est pour ça que je me suis battu.
Obina ne bougea pas. Il regarda cette enveloppe comme s'il voyait une vipère. Quelque chose en lui voulait hurler, pleurer, courir, mais il resta debout, droit, silencieux. « Tu fais quoi maintenant » murmura-t-il. Chisom sourit comme un homme qui a appris à répondre sans répondre. Je fais du business, j'ai des opérations, des gens me respectent. Tu connais un peu, non? Internet, deal, partenaire à l'étranger, c'est comme ça qu'on avance aujourd'hui. Toi aussi, tu peux avancer si tu me suis. Obina n'était pas naïf. Il avait grandi dans les rues. Il connaissait le langage des hommes flous. Et dans ce costume bien taillé, il y avait déjà des coutures tordues. Il prit une longue inspiration. « Tu es revenu, Chisom, mais est-ce que tu es encore mon frère ?» Chisom remit les lunettes. Il tendit l'enveloppe encore une fois. « Peu importe ce que tu penses, je suis là, prends ça et décide. » Puis il remonta dans son 4x4 sans forcer, comme s'il savait que même les doutes finissent par céder à la fatigue. Obina resta là, enveloppe dans la main, le cœur pris entre la rage, la joie et la peur. Il ne savait plus s'il venait de retrouver son frère ou s'il venait de perdre son rêve. L'enveloppe resta plusieurs jours dans le tiroir d'Obina. Il ne l'avait pas ouverte. Il la regardait comme on regarde une porte ouverte vers quelque chose qu'on ne veut pas voir. Une partie de lui voulait croire que Chisom avait réussi proprement, que malgré l'argent, les habits de luxe et les silences trop bien construits, il était encore le frère d'Adjé Gonlé, celui qui disait « Jamais je ne te trahirai ». Mais le doute grattait. Alors Obina posa des questions discrètement. Il interrogea un ami qui avait un cousin dans la tech. Il chercha sur internet. Il écouta les murmures dans le quartier où l'argent coule trop vite. Il ouvrit les yeux et il comprit. Chisom n'était pas un entrepreneur, il était un prédateur. Fraude par email, faux profil bancaire, arnaque aux crypto-monnaies, blanchiment dans les boîtes fictives, complicité avec des réseaux obscurs qui opèrent entre Lagos, Dubaï et Accra. Il n'était pas devenu riche, il s'était nourri des rêves des autres, de ceux qui cliquaient sur un lien en croyant gagner un emploi, de ceux qui investissaient dans un projet bidon, de ceux qui croyaient en la bonne fortune et qu'ils plumaient sans pitié. Un soir, Obina décida de l'affronter. Ils se retrouvaient dans un restaurant climatisé à Victoria's Land, loin des bruits de leur enfance, trop loin. « Tu veux savoir ?» demanda Chisom, en s'asseyant avant même qu'Obina ne parle. « Je sais déjà. Alors pourquoi tu viens? Pour comprendre. » Chisom rit, un rire sans joie. Comprendre quoi? Que je suis un voleur, que je mens, que je manipule? Il s'adossa. Oui, je l'ai fait, je le fais encore et je le referai parce que ce monde ne donne rien à ceux qui attendent. J'ai volé des rêves pour qu'on survive. Obina ne répondit pas. Tu veux rêver propre? Dans un monde sale, reprit Chisom. Tu veux rêver vrai? Je veux rêver vrai, murmura Obina. Le silence s'installa, lourd, très lourd. Chisom reprit une carte bancaire, le jeta sur la table. Prends ça, tu n'auras plus jamais besoin de mendier une bourse ou de laver les habits. Tu mérites mieux, on mérite mieux. Obina fissa la carte, puis il se leva lentement. Je préfère mériter lentement que voler rapidement. Tu es naïf. Non, je ne suis pas naïf. Je suis encore ton frère, mais pas ton complice. Il tourna les talons. Il savait que cette réponse allait lui coûter des opportunités, du confort, peut-être même à leur lien. Mais il savait aussi une chose. Il avait sauvé son rêve, même s'il perdait son frère. La nouvelle éclata comme un coup de tonnerre en saison sèche. Descente de police dans les bureaux de l'Eki. Arrestation, saisie de comptes, fuite des complices. Une photo floue circulait sur les réseaux sociaux. Un homme en costume lunettes noires tirant la porte d'un 4x4. Chisom. Obina le vit au matin sur l'écran de téléphone d'un camarade. C'est ton frère, non? Il n'eut pas besoin de répondre. Son visage le fit à sa place. Les heures suivantes furent floues.
Il entendait des rumeurs, des éclats de voix dans le marché, des discussions de salon. Certains disaient que Chisom s'était envolé pour le Ghana, d'autres qu'il avait changé d'identité. Tous répétaient ce genre de richesse, on sait comment ça finit. Mais ce soir-là, à la tombée du jour, il frappa à la porte. 3 coups, courts, connaissables, un code oublié. Obinna ouvrit et là, devant lui, Chisom sans lunettes, les vêtements froissés, le regard d'un homme traqué. Il entra sans mots, s'effondra sur le sol, les mains dans les cheveux. Il me recherche partout, souffla-t-il. Tu t'attendais à quoi? Je pensais que j'aurais du temps. Un long silence. Obinna fermait la porte et il s'assit. Ce soir-là, ils parlaient toute la nuit. Pas comme des adultes, comme 2 enfants redevenus frères. Ils parlaient de leur père, de la chute sur le chantier, de leur mère malade, des jours sans repas, des promesses faites sous le toit troué d'Adjegunle. Chisom pleurait parfois. Obinna ne le jugeait pas, il l'écoutait. Parce qu'il savait, la misère a plus d'un visage. Et parfois, celui qui trahit, c'est celui qui a le plus peur. Je voulais t'offrir une autre vie, dit Chisom. Mais à quel prix? Le tien, murmura-t-il. À l'aube, les oiseaux chantaient à peine. Chisom se leva, il prit son sac, le posa sur la table. Je vais me rendre. Tu es sûr? Je préfère qu'on me juge pour ce que j'ai fait que de continuer à courir comme un fantôme. Il tendit une main. Obinna hésita, puis il la saisit. Je t'accompagne, dit-il simplement. Ils sortirent ensemble dans les rues de Lagos, encore endormis. Les semaines passaient. Chisom fut arrêté, jugé. Il ocupa de plusieurs années, mais il ne baissa pas les yeux. Il raconta tout sans chercher d'excuses. Il signa ce qu'il avait fait et pour la première fois depuis longtemps, il ne fuyait plus. Obinna, lui, continua son chemin lentement mais proprement. Il termina sa formation, il fit des stages, il sauva des vies une à une, sans bruit. Mais dans un tiroir, il gardait une photo de garçons débardeurs souriant sur un matelas usé. Et cette phrase en tête qu'il s'était dite un soir d'enfance: on ne se trahira jamais. Peut-être qu'ils avaient échoué, peut-être qu'ils s'étaient trahis, mais au bout du compte, ils s'étaient retrouvés quand même. Il y a ceux qui volent des rêves, non pas par méchanceté, mais parce que la misère leur a appris à frapper avant de tomber. Il y a ceux qui protègent leurs rêves, même quand tout leur dit de les abandonner. Mais le vrai miracle, ce n'est pas de réussir. Le vrai miracle, c'est de réparer ce qu'on a brisé, c'est de pardonner ce qu'on a perdu. Parce qu'un rêve volé peut être retrouvé et un frère perdu peut redevenir une main tendue.